Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je vais faire une petite vidéo sur la rétraction de la face chez l'homme et sur la perte des canines, la perte des crocs si vous voulez. Le fait que l'homme n'a pas ces grandes canines développées comme on peut voir chez nos cousins les grands singes, même nos cousins les singes en général qui ont tous des canines, des crocs au niveau de la mâchoire, donc des canines très développées. Donc, on pourrait dire que bon, les canines, chez certaines personnes, beaucoup de personnes pensent que les canines sont en rapport avec une nourriture carnée. C'est ce qu'on entend souvent chez les végétariens, on va dire les végétariens obsessionnels qui pensent que les hommes sont végétariens. Et la preuve qu'ils sont végétariens, c'est qu'ils n'ont pas de canines. C'est ne pas connaître la fonction principale, une des fonctions principales des canines dans la nature, qui est plutôt une fonction de défense, comme on peut le voir chez nos cousins, les primates, les grands singes, les grands primates, comme les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, tous ces singes-là ont des crocs, ont des canines très développées. Alors surtout les mâles, les femelles un peu moins. Il y a un dimorphisme sexuel, ce qu'on appelle. Différence entre les mâles et les femelles dans leur morphologie, donc dimorphisme sexuel, qui est dû surtout au fait que les mâles s'affrontent entre eux pour les femelles et défendent leur territoire. Des femelles qui, elles, en général, s'occupent plutôt de l'éducation des petits, d'aller chercher la nourriture pour les petits. Donc les mâles, dans leur combat, ont des canines développées. Les canines, c'est ces dents, ils sont ici, là. Alors, vous voyez qu'elles gardent encore chez nous une forme un peu pointue, on les voit plus ou moins développées chez les humains, mais en général elles sont quand même petites, il n'y a plus de crocs, mais nos cousins, les primates, les grands singes, comme nos cousins, comme les autres singes, qui sont des cousins un peu plus éloignés, ont aussi des canines, et la plupart du temps c'est dû à leur... ce n'est pas des dents qui sont faites pour une nourriture carnée, c'est surtout des organes de défense, car la plupart des singes ont un régime essentiellement végétarien, alors c'est-à-dire frugivore, feuillivore, mais la canine a surtout un rôle de protection. Alors pourquoi les hommes ont perdu ces canines, qui étaient des canines de défense, pourquoi on n'utilise pas des dents comme les singes, ce qui est parfaitement utile, ce qui est efficace comme moyen de défense. On pourrait dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu ces dents-là? Alors effectivement, on pourrait dire les outils ont remplacé les dents, parce que l'homme est devenu progressivement plus carnivore, alors surtout avec dans son passage en savane avec les australopithèques, il a dû avoir par obligation une alimentation plus carnivore, et ce qui est paradoxal, c'est que, qui n'est pas vraiment, mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'il a perdu ses canines en devenant plus carnivore. En plus, il était omnivore bien sûr, il a continué à manger des végétaux parce que c'était sa nourriture de base, bien que les singes, même nos ancêtres, étaient végétariens, principalement végétariens, frugivores. Donc l'homme, lui, en savane, est obligé de manger de la viande, mais il a perdu ses canines. Alors on pourrait dire, merde, il perd ses canines, pourtant la canine est efficace. On voit les prédateurs chasser avec leurs crocs. Il n'a pas perdu ses canines, mais il a perdu ses canines proéminentes. Ce que je veux dire, voilà, c'est ça. Donc on dit, mais comment ça se fait qu'il a perdu ses canines proéminentes, ses crocs? Tout simplement parce qu'il n'en avait plus besoin, que ce n'était plus utile pour lui. Et pourquoi? Tout simplement à cause de la position qu'il a adoptée, à cause de la bipédie. Quand nous voyons un squelette, quand nous découvrons un squelette, quand les paléontologues découvrent un squelette, ce qu'ils vérifient tout le temps, c'est la forme de la face. Si la face est plus ou moins plate, si la face est projetée en avant, avec des canines, vous êtes sûr à 100% d'avoir un individu qui sera quadrupède, voire quadrupède arboricole. Donc vous êtes sûr de ne pas avoir un humain ou de la lignée humaine, c'est-à-dire qui mènera la lignée humaine, ou bien dans ce cas-là c'est un ancêtre encore plus ancien qui n'était pas encore passé à la bipédie. Alors pourquoi quand on passe à la bipédie on perd ces canines proéminentes, ces crocs? Tout simplement on n'a plus besoin. Et là je vais expliquer un peu les bases de la physique. On a la face qui s'aplatit et on a les dents, les canines qui rétrécissent. Alors pourquoi? Les singes, nos ancêtres, les singes, les grands singes, les grands primates,
comme on peut voir les chimpanzés, gorilles, si vous remarquez, ils marchent plus ou moins à quatre pattes, hein, ils sont capables de se redresser, des fois d'avoir une attitude bipède, mais la plupart de leur locomotion se fait à quatre pattes au sol. Ils ont les bras, ils ont les bras qui sont occupés au déplacement, à la locomotion, qui ne peuvent pas les utiliser, ils ne sont pas devant, donc ils marchent à quatre pattes, le buste légèrement dressé parce qu'ils marchent sur leurs phalanges, c'est une marche très particulière des grands singes, nos cousins, les grands singes d'Afrique de l'Ouest, donc ils marchent comme ça sur les phalanges, le buste légèrement dressé, des fois ils se redressent complètement, mais quand on marche, quand on adopte ces positions-là, on a en général la tête en avant, comme ça, avec un cou musclé, et la tête en avant, c'est elle qui va prendre tous les coups, c'est elle qui va affronter les prédateurs, c'est elle qui est en avant-poste de la découverte du monde. Donc cette tête en avant aura bien sûr une face en avant pour éviter de tout prendre dans la gueule, et des crocs développés pour pouvoir réagir en cas de problème d'agression, de pouvoir mordre, de pouvoir se défendre, parce que la tête est en avant, la tête est vulnérable, donc le cou est vulnérable, donc le cou est plus balèze, est plus musclé, il marche à quatre pattes, ça a des avantages mais des inconvénients, mais la tête est en avant, il faut qu'il ait un système de défense antérieur et puis une mâchoire un peu vers l'avant pour éviter de tout prendre dans les yeux, ce qui est un peu normal quand on est à quatre pattes. Donc on a tout le temps, quand on est à quatre pattes, une légère déplacement de la mâchoire, une mâchoire proéminente pour pouvoir en même temps aller chercher la nourriture, aller chercher les objets. La tête et le cou servent un peu de bras et de main, le cou étant le bras, la bouche étant la main, si vous voulez, quand on a les mains, quand on a les membres utilisés pour la locomotion quadrupède. Alors même s'ils montent dans les arbres, ils sont obligés, souvent ils utilisent leur bouche pour aller chercher quelque chose. Alors ils ont leurs mains, ils peuvent l'utiliser aussi, mais ils restent aussi dans un système où ils sont à quatre pattes. Donc le fait d'être quadrupède, d'être pas totalement bipède, fait que la mâchoire est en avant, il n'y a pas de sélection sur les mâchoires plus courtes, et il y a une sélection intense sur les individus qui ont des mâchoires importantes pour pouvoir, en cas de problème, la tête en avant, affronter l'agresseur, ou affronter le danger. Donc ils ont des grosses canines, et en cas de problème, ils ouvrent la bouche, ils montrent leurs dents, et ils peuvent se défendre contre un agresseur, contre un danger, et même contre un congénère agressif, quand ils sont en train de se battre pour des femelles ou pour un territoire. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on est quadrupède, on a une grosse mâchoire parce que les mains sont utilisées pour la locomotion, même s'ils sont des fois bipèdes. On a un gros cou. Et dès qu'on passe en bipédie, donc cette position qui a apporté énormément à l'humanité, on se retrouve debout et la tête n'est plus en avant, la tête est plus vers l'arrière, et ce qui est en avant, c'est plutôt les bras, on marche avec verticalement, plus besoin de gros coups parce que la tête est posée comme dans un bilboquet, si vous voulez, sur le rachis. Alors il y a des muscles stabilisateurs, style le sternocléido-mastoïdien, on a des muscles, le crâne devient très mobile, on peut bouger dans tous les sens, on a l'atlas, l'axis, toute cette, je ne sais pas si vous voyez là, hop, mon petit squelette, toute cette partie devient très très mobile ici, vous voyez, le crâne humain devient très mobile, mais en même temps est assez fragile, fragile au niveau des cervicales, parce que sur le cou du lapin, on n'a pas un gros cou, mais en contrepartie, on a un périscope quand on marchait dans la savane, avec des prédateurs très dangereux, partout, des lions, des hyènes, des léopards, nos ancêtres qui étaient des petits singes. Alors c'était plutôt à ce moment-là, quand ils ont été debout, quand ils ont eu la parole, c'est devenu des hommes, bien sûr, ce n'était plus des singes, l'homme c'est le verbe, mais ils avaient leur tête posée sur le dessus de leur rachis, de leur colonne vertébrale, très mobile, et à ce moment-là, ils n'avaient plus besoin de développer des gros crocs pour se défendre, car ce n'était plus la tête qui était en avant pour affronter le monde. Pour affronter le monde, ils affrontaient le monde droit, droit, en marchant. Ils avaient leurs bras pour se protéger des dangers, souvent avec un bâton, ou avec un caillou qu'ils pouvaient lancer, ou avec un objet contendant. Donc le bras servait de protection et servait d'arme, si vous voulez. Quand on se fait attaquer, on met le bras en pouce, on se protège comme ça. On n'a plus à avoir cette tête en avant qui marche sans protection avec les membres utilisés pour les quatre membres pour la locomotion, les membres antérieurs utilisés pour la locomotion. Donc voilà pourquoi il n'y a plus eu de sélection à partir du moment où on était bipède sur cette face antérieure projetée vers l'avant et sur ces canines
développées proéminentes qu'on appelle des crocs. Hein. Donc c'est tout simplement ça. Hein. Donc le croc n'est pas un symbole de régime carnassier. Le croc peut très bien aussi être utilisé pour la défense, hein, et aussi pour faire valoir son physique et sa force, hein, pour évincer des concurrents quand on se bat pour des femelles. Hein. Mais à partir du moment où on est debout, on ne se bat même plus avec ses crocs, même si on veut chasser un individu pour les femelles. Bon, on le bastonne à coup de poing, en général, il tapait de haut en bas parce qu'il grimpait encore aux arbres quelque temps. Hein. Donc on tape verticalement, on tape avec des bâtons, on donne des coups, mais on se mord beaucoup moins. Donc disparition des crocs, hein, et disparition de cette face antérieure. Alors je vous montre un peu, hein, quelques petites images pour que vous compreniez. C'est tout le temps pédagogique. Hein. Alors vous voyez, là vous avez, c'est sympa à voir, un homme, hein, et c'est Diba, hein, voilà, c'est un australopithèque, hein, et un homme, et là vous voyez qu'il a, Diba a encore la face un peu projetée en avant, mais il a perdu ses crocs. Hein. On voit encore qu'il a quand même des canines qui sont bien implantées. Hein. Hein, il a quand même des canines qui sont là, mais ça n'a rien à voir avec un être humain. Hein, et ça n'a rien à voir. Ça se rapproche de l'être humain, ça n'a rien à voir avec un singe. On voit qu'il était déjà bipède, donc il ne marchait plus à quatre pattes, donc il avait une rétractation de la face. Hein. Donc on voit bien que ces australopithèques étaient dans le crâne, dans la forme du crâne, directement bipède. Hein. Ça se remarque tout de suite à la face. Alors que vous avez un crâne, quand vous avez un crâne en face de vous avec rétractation de la face, hein, donc plus de mâchoire et plus de croc, ben vous pouvez être sûr à 100% qu'il n'est plus quadrupède. Hein. Donc pas à se poser de questions. Hein. Si vous marchez tête en avant et que vous avez une face plate, vous allez en prendre plein la gueule. Le premier danger venu, vous ne pourrez pas répondre. Donc, hein, parce que vos membres seront utilisés pour la locomotion. Donc, à partir du moment où vous êtes quadrupède, hein, tout le temps, on maintient des crocs et on maintient une face antérieure développée, surtout quand on est en forêt, évidemment. Si on est un ruminant comment dire, un ruminant de savane, une antilope, un gnou, on n'a pas besoin de développer ça. À la place, on a des cornes puisqu'on se balade comme ça, et en général, on a un grand cou mobile, et comme on est haut sur pattes, on peut voir venir le danger. Donc on n'a pas à développer aussi ces crocs. Donc ça, c'est des animaux qui sont en savane. D'ailleurs, même les petites, on peut voir des petites biches de savane qui ont des fois des crocs développés. Hein. Mais quand on est en savane, de forêt, mais quand on est en savane, en général, on les perd, hein, on voit de loin. Donc ça, c'est typique aussi. Donc, vous voyez, hein, disparition des crocs. Là, vous avez un gorille. Alors c'est marrant, vous voyez, le gorille. Hein, on voit que ça, c'est un mâle, hein, avec ses puissants temporaux, hein, avec une crête sagittale ici, qui est en vérité l'insertion des muscles temporaux, qui sont des muscles extrêmement puissants, permettant de fermer la bouche. Hein, dire que vous avez les masséters faits pour masser, hein, il y en a des puissants, mais il a surtout des temporaux qui permettent de fermer la bouche quand la bouche est grande ouverte, d'où un régime souvent avec frugivore, avalant étant capable d'avaler de grands trucs. Et puis surtout, c'est fait pour s'affronter entre mâles. Hein, on est costaud, on se bat, on se mord pour avoir les femelles. Hein. C'est un système très particulier de harem. Donc les mâles ont un dimorphisme sexuel avec de grands crocs, hein, pour se battre. Hein. Alors même si nos australopithèques pouvaient des fois avoir du dimorphisme sexuel, ça ne se plaçait plus dans les dents. Hein, après, pour quelle raison? Comme ils étaient bipèdes, hein, ils n'avaient plus besoin de s'affronter à coups de crocs, hein, puisqu'on va pas, quand on est bipède, le cou devient beaucoup moins musclé, et si on chope un individu par la mâchoire, par les dents, hein, par la mâchoire, bah, les tensions sur le cou vont être trop dures, et on ne peut plus mordre, on ne peut plus attaquer, et c'est quand même dangereux pour les cervicales et pour tous les ligaments cervicaux. Donc c'est pas le top. Alors, est-ce que j'ai d'autres photos? Alors lui, c'est Littlefoot qui a 3,6 millions d'années, 3,7 millions d'années, et on peut voir sur la morphologie, bah, il a déjà perdu ses crocs. Hein, alors ça a été complètement déformé, c'est un squelette d'un petit australopithèque, hein, d'une sous-espèce ou une variété. De toute façon, on est tout le temps en train de se poser des questions sur leurs arbres généalogiques, hein, mais de toute façon, rien que dans ce petit squelette, dans ce petit crâne, on peut s'apercevoir qu'il était déjà bipède avec une rétractation de la face quand même. Il avait gardé un look de chimpanzé un peu, mais il n'avait plus de crocs. Donc n'ayant plus de crocs, de canines développées,
c'est qu'il était à 100% bipède. Vous pouvez vous poser, il n'y a pas à se poser la question. Hein. C'est tout simplement, ça coule de source. Hein. On n'a pas, on a des grands crocs quand on a la tête en avant pour se défendre, hein, tout simplement. Question de position. Le monde, hein, c'est des règles physiques qui régissent le monde. Hein. À partir du moment où ces règles sont respectées, on peut, on survit, hein, si vous voulez. Hein. Donc c'est très simple. Alors là, c'est encore ça, c'est des chimpanzés. Alors, il y a un mâle d'un côté et une femelle de l'autre. Là, vous avez une femelle. Elle a quand même des canines développées, des petits crocs, si vous remarquez. Hein. Et le mâle en a des encore plus gros. Donc le mâle, ils doivent s'affronter pour le territoire. Hein. On voit bien que c'est les mâles. Si les mâles ont des grosses canines, c'est parce qu'ils s'affrontent pour le territoire. Principalement, c'est des organes pour se défendre entre mâles, comme ils ont la tête en avant. Hein. Et qui sont quadrupèdes. Hein. Encore, ils ne sont pas tout le temps bipèdes. Et les femelles, beaucoup moins de canines, elles les ont quand même. Hein, mais comme elles ont moins d'affrontements à faire, elles ont moins de danger, si vous voulez, elles sont moins en lutte hein, pour la reproduction. Elles se font prendre, tout simplement que les hommes se battent pour prendre les femelles. Ben, les hommes se battent la tête en allemand, donc les hommes, les mâles chimpanzés se battent la tête en avant, hein, et même s'ils se donnent des coups, hein, souvent même ils peuvent se redresser, donc ils ont des grosses canines. Hein, c'est tout simplement comme ça. Et quand on est debout, ben, je pense que nos amis les australopithèques qui devaient parfois se battre pour des femelles, ben, se battaient ou en donnant des coups de haut en bas, hein, ou en balançant un caillou de haut en bas, mais visiblement ils ne devaient pas trop se mordre, hein, autrement ils auraient eu des grosses dents. Et puis de toute façon la position debout ne favorise pas la morsure. Voilà. Alors est-ce que j'ai d'autres trucs à dire tiens, pareil sur cette position, sur cette façon de prendre les objets, on avait vu un très très bon test qui avait été fait sur des petits singes, un petit chimpanzé qui avait été élevé dans les années 30, je crois, ou 40, je ne me souviens plus, dans les années 40, je crois, ou 50 peut-être, il y a très longtemps, quoi. Il y a à l'échelle humaine, c'est pas énorme, mais donc il y avait le petit singe et le petit homme qui avaient été élevés. Et ensemble, alors ils avaient arrêté ces tests parce que le petit homme commençait à imiter le petit singe. Hein. Donc ils élevaient un petit garçon et un petit singe en même temps dans la même famille. Et alors à un moment, il y a un test. Ces tests, on peut les trouver sur Internet. C'est des films très très intéressants. Et on voit le petit garçon qui est nourri avec une cuillère. Alors la maman lui passe la cuillère et le petit garçon prend la cuillère à la main hein, pour essayer d'attraper la cuillère pour la porter à la bouche. Hein. Et alors pareil, alors le singe, lui, le petit singe, la réaction du petit singe, lui il essaye d'attraper la cuillère avec la bouche dans un premier temps, avant, dans un second temps, de l'attraper avec les mains. Donc on voit qu'il y a un système de préhension par la bouche hein, chez les primates, parce qu'évidemment, comme ils sont quadrupèdes, ils ont souvent quadrupèdes, donc les deux mains utilisées pour la locomotion, souvent ils vont attraper quelque chose avec la bouche, et la mâchoire et le cou servent de main, hein, si vous voulez, de main et de bras. Donc c'est bien qu'ils utilisent leurs mains, comme ils peuvent, des fois au repos, ils les utilisent au repos, hein. Ce sont des primates quand même, mais comme ils restent quadrupèdes, ils ne peuvent pas, tout le temps, ils ont encore ces réflexes de choper avec la bouche. Alors est-ce que j'ai d'autres trucs à montrer? Position quadrupède, avec grands primates, voilà, c'est à peu près tout, hein. Je vais vous montrer un peu l'angle facial, voilà, l'angle facial, rétraction de l'angle facial. Hein. Voilà, ça pour les gens, on dit l'animalité avec l'angle facial. C'est un peu tiré par les cheveux, mais là, parce qu'on testait, on disait à un moment, à une époque, au 19e siècle, au 18e siècle, on parlait de l'intelligence en fonction de l'angle facial. C'est un peu exagéré, mais effectivement, on peut parler de la bipédie et du développement humain en fonction de l'angle facial, hein, d'une façon globale. Plus l'angle facial est important, plus on est sûr de tomber sur un ancêtre éloigné, hein, qui n'a pas eu sa bipédie depuis longtemps. Et puis s'il est vraiment important, l'angle facial avec des crocs en avant, on peut être sûr que c'est un quadrupède. Hein. Ou dans ce cas-là, s'il a un angle facial intermédiaire, on va dire que ça sera un quadrupède, un bipède récent. Donc voilà, c'est tout le temps intéressant de voir ça. Bascule du phéno, je dirais un dernier truc sur des théories un peu débiles, et si les gens ont entendu parler de la théorie de la bascule du sphénoïde, hein, qui parle de Anne d'Ambricourt, c'est une théorie complètement stupide, hein, on dit qu'il y a des mutations périodiques qui reviennent à rythme avec une espèce d'horloge de l'évolution, hein. Il y a des mutations qui apparaîtraient
c'est pas expliqué, d'une façon régulière, d'une façon périodique, et ces mutations auraient fait une bascule du sphénoïde. Le sphénoïde, c'est qui est par là, je sais pas, à l'intérieur du crâne, à l'intérieur là-bas, hein. Ici, il faut le voir, hein, et cette bascule aurait fait qu'il y aurait eu une rétractation de la mâchoire et un enroulement du crâne sur lui-même, ce qui fait que le trou occipital qui est ici, hein, les singes, comme ils une tête en avant, ils ont le trou occipital qui est ici, donc des mutations auraient fait progressivement basculer le crâne, le trou occipital vers l'intérieur, avec une espèce de rotation en forme elliptique du sphénoïde, hein, de cet os assez complexe intérieur, et ce qui aurait permis le redressement de l'homme. Alors c'est complètement débile et tiré par les cheveux, bien sûr, comme théorie, hein. C'est tout simplement qu'à un certain moment, l'homme s'est redressé, et en se redressant, ceux qui étaient les mieux adaptés à cette position ont conservé les mutations qui correspondaient à cette nouvelle position qu'il a acquis culturellement, comme je l'avais expliqué. Le redressement est culturel, tous les singes peuvent se redresser. Évidemment, la position n'est pas super agréable pour le coup, mais elle a tellement d'avantages qu'elle s'est conservée, et il suffit, comme je dis tout le temps, d'adopter cette position petit pour déformer le squelette, le rachis, et déformer et étendre ses genoux, même si on a un peu la tête en avant, pour pouvoir marcher d'une façon, quand on est un singe, ou même un pré-humain, pouvoir marcher d'une façon très simple. Mais bon, après, le premier qui fait ça, qui a des facilités, va le montrer aux autres, les autres vont l'imiter, et après on aura un groupe de singes qui va être bipède, mais en ayant une morphologie de quadrupède, mais en forêt, il n'y a pas trop de risques, et cette morphologie apporte quand même quelques avantages, donc genre voir plus loin, pouvoir porter des choses dans les bras, donc ce sont des avantages qui ont contrebalancé cette bipédie naissante qui devait être balbutiante, qui devait être encore un peu gauche, mais qui apportait tellement à nos ancêtres qu'elle a été conservée. Donc voilà ce que je vais dire. La théorie de Madame d'Ambricourt est une théorie stupide. Ils en ont fait un film sur Antenne 2, c'est bien triste. Voyez-vous que c'est bien plus simple que ça. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement le redressement culturel de l'homme. Un a commencé, deux dans un groupe, et tout le monde, les petits l'ont imité. Quand je dis ça, la bipédie est d'abord culturelle, avant d'enclencher une sélection des mutations dans le sens de cette bipédie, alors qu'avant la sélection des mutations dans le sens de la quadripédie. Il n'y en avait plus puisqu'ils étaient déjà stabilisés. Donc voilà, je vous montre, alors ça a entraîné justement cette tête mobile en haut, d'un coup plus gracile, et puis la réduction totale de cette mâchoire, cette rétraction de la mâchoire, et cette disparition des crocs qui n'étaient plus du tout utiles, étant donné qu'on n'avait plus cette tête en avant. On n'avait plus à avoir notre protection d'avant. La protection, c'était les mains. La défense, c'était les mains. Et l'agression, c'était les mains. On tape par les mains, et on le fait encore. À part le coup de boule, dans la vie de tous les jours, on n'a pas de coup de boule à donner, on se défend avec les mains. Le coup de boule, c'est le voyou qui sait le donner. En général, et puis c'est dangereux parce qu'on peut donner un coup de boule, mais on peut se rater aussi. Donc, c'est un truc qui n'est pas évident. En général, la plupart des coups sont donnés avec les poings, les mains, et les défenses, si vous voyez, on se défend avec les mains, alors que quand on est quadrupède, on ne peut pas. Donc voilà, dernier truc pour montrer un peu la forme, c'est un petit dessin que j'avais fait, parce que qui était mon musculation. Donc voilà, un petit dessin que j'avais fait, où on voit un homme, est-ce qu'on voit bien là? Voilà, un homme et un gorille, et on voit que le gorille a la tête en avant, même s'il est là, il marche la tête un peu en avant. L'homme, il a son crâne, vous voyez ici, posé sur le rachis, donc il ne demande que des muscles qui le stabilisent. Alors on voit sternocleidomastoïdien, et on voit que les gorilles ont des énormes muscles, des énormes vertèbres ici qui permettent d'avoir des ligaments très très importants derrière, qui soutiennent un peu, vous savez, comme les grues, les grues ont des espèces de câbles qui tiennent pour maintenir leur vous savez, ici on a comme les taureaux, vous savez, ils ont un très gros coup, un coup de taureau, tout d'abord parce qu'ils ont une grosse tête avec des grosses cordes, et ils ont des ligaments qui partent des vertèbres cervicales, et des premières vertèbres dorsales, et des vertèbres dorsales,
et qui permettent de maintenir un câble qui permet de maintenir la tête accrochée. Quand on est quadrupède, les gorilles ont pareil, hein, c'est dommage, il n'est pas dans ce livre-là, dans un autre, j'avais dessiné, hein, ils ont de puissants câbles qui les retiennent, plus des muscles, des gros trapèzes et des gros muscles cervicaux. Hein, je vous montre, vous voyez, voilà, l'homme n'a pas besoin de faire un gros effort, hein, voilà, on voit un peu le câble ici, hein, alors que le gorille a besoin d'avoir une pression importante pour relever la tête, donc de muscles puissants, un coup puissant, mais d'un autre côté, un coup qui dépense de l'énergie, mais d'un autre côté, un coup peu vulnérable, par contre, peu vulnérable, très enchâssé, très gainé de muscles, hein, un rachis enchâssé dans du muscle, alors que l'homme, lui, il compense, il n'a pas besoin de gros muscles pour bouger sa tête, très économique, par contre, c'est beaucoup plus vulnérable, il n'ira jamais mordre. Voilà, 25 minutes sur un sujet un peu précis, hein, bon, il fallait que je la fasse. J'espère que vous avez compris que tout est simple et que les règles de Dieu sont divines, hein, sont simples, les règles divines sont simples, hein, et c'est nous les hommes qui compliquons les choses, et que Madame Anne d'Ambricourt raconte n'importe quoi sur la mutation périodique et la bascule qui entraînerait une bascule du sphénoïde, hein. Ça s'est passé complètement différemment. La bipédie a entraîné tout simplement rétraction de la mâchoire, perte des crocs et ensuite basculement du trou occipital avec effectivement bascule du sphénoïde progressive, mais qui n'a rien d'une mutation périodique et qui est tout simplement une sélection des individus qui avaient la meilleure conformation pour cette nouvelle position qui était la bipédie. Voilà, c'était Fred Delavier, 26 minutes, un peu de paléontologie, et puis on met aussi un peu en cause nos amis les végétariens qui racontent n'importe quoi. Le croc, hein, n'a rien à voir, hein, n'a pas toujours, n'a rien à voir, c'est pas que n'a rien à voir, n'est pas toujours en rapport avec une nourriture carnée, hein. Les hommes en savane sont devenus plus carnivores alors qu'ils ont paradoxalement perdu leur croc. Ah oui, parce qu'on était bipèdes, on n'avait plus besoin, on n'attaquait pas avec nos crocs, on attaquait avec des bâtons, on attrapait des choses avec nos mains. Voilà, salut, c'était Fred Delavier, 27 minutes, 12